Merci encore d'avoir choisi cette salle, toujours la meilleure salle. Je crois qu'il n'y a que moi que ça fait rire, mais... Notre prochaine intervenante est passionnée de dev mobile, donc Théo Nandra. Tu as commencé dans l'univers Android, mais très rapidement, d'ailleurs il y a plus de 10 ans, tu as rejoint l'univers iOS. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'accessibilité et tu vas jouer avec le voice-over. Donc ouvrez grand vos oreilles et faites un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Jienne Mejri. Donc, merci Marion. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous à Nantes, à Mobilici Mobile. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'accessibilité numérique et surtout des outils et solutions proposés par Apple. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Jienne Mejri, je suis ingénieure en système embarqué et aujourd'hui, je suis Chapter Lead iOS chez Beforbank et je suis ambassadrice de DevOps Institute. Donc, pour commencer, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que cela vous est arrivé déjà d'être à l'extérieur, en plein soleil, et vous avez essayé d'envoyer un email ou juste de faire une petite recherche sur Google sur votre téléphone? Donc, ça arrive souvent. Et j'imagine que c'était un petit peu compliqué de voir le contenu de vos écrans à cause de la forte luminosité du soleil. Donc, ma deuxième question, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà essayé de regarder un tuto ou juste une petite vidéo sur les réseaux sociaux, tout en gardant bien sûr le mode silencieux de son téléphone, et que cette vidéo n'était pas sous-titrée? Ouais, donc imaginez que c'est votre quotidien. Parce que malheureusement, une personne malentendante risque de vivre cette situation plusieurs fois pendant une seule journée. Et c'est vraiment frustrant. Donc je peux conclure que le handicap, ce n'est pas un état, mais plutôt une situation. Donc, une personne est aveugle n'est pas handicapée du fait qu'elle est aveugle, mais elle est handicapée uniquement dans les situations où la vue est nécessaire pour interagir. Et nous, les acteurs de la tech, on risque de mettre des personnes, que ce soit valides ou non valides, dans des situations d'handicap involontairement. Et on va en détailler ces genres de situations par la suite. Donc maintenant, je vais vous faire un petit rappel sur les différentes catégories d'handicap. Donc on a principalement 4 catégories. Donc on a les handicaps moteurs, donc tout ce qui est lié aux troubles neuromusculaires, membres manquants ou blessés. On a les handicaps visuels, les handicaps auditifs. Et la 4e catégorie, c'est les handicaps mentaux ou cognitifs. Donc c'est lié à l'hypersensibilité, l'alphabétisation, l'autisme, les troubles de dyslexie, etc. Et chaque type d'handicap, il peut être visible comme invisible. Par exemple, la plupart des handicaps cognitifs, ils sont invisibles. Pareil, un handicap, il peut être permanent, temporaire ou situationnel. Donc, pour mieux comprendre cela, je vais vous montrer un exemple. Donc là, on a 4 exemples, mais je vais prendre le dernier exemple, la dernière ligne, l'handicap mobilité. Donc, une personne qui a perdu ses 2 jambes et qui utilise un fauteuil roulant pour se déplacer, c'est un handicap permanent. Une personne qui a une jambe cassée, c'est un handicap temporaire. Par contre, une personne qui a mis des chaussures inconfortables, on peut considérer que cette personne est en situation de handicap situationnel, parce que dès qu'elle enlève les chaussures, elle ne va plus être en situation de handicap. On a un dernier type d'handicap, c'est les handicaps liés au vieillissement, parce que naturellement, un être humain en vieillissant risque d'avoir une vision dégradée, il risque d'avoir l'Alzheimer, des douleurs en marchant, etc. Passons maintenant aux chiffres. Donc en France, on a à peu près 12 millions de personnes en situation de handicap. Donc, ce qui représente 20% de la population. 40% de la population si on prend en considération les handicaps temporaires. Et 1 personne sur 2 affirme d'avoir vécu au moins une fois une situation de handicap pendant sa vie professionnelle. Et finalement, selon l'Institut national de statistique, un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050, ce qui risque de faire augmenter encore le nombre d'handicaps de vieillissement. Donc, grâce à ces chiffres-là, on a bien compris que cette catégorie de personnes n'est pas juste une minorité dans notre société. Et étant donné que les applications mobiles sont en train de prendre de plus en plus une importance dans notre vie quotidienne, il me semble que l'accessibilité numérique elle doit être une fonctionnalité principale et ce n'est pas juste une fonctionnalité optionnelle ou un just nice to have dans le développement mobile.
Donc, pour comprendre l'accessibilité numérique, il faut tout d'abord comprendre l'inaccessibilité numérique. Et pour cela, en fait, on a listé quelques exemples. Donc, on peut considérer un cas d'inaccessibilité numérique lorsque la police est trop petite ou lorsque c'est impossible de zoomer pour grossir ou réduire le texte sans modifier la structure du site ou de l'application mobile. Lorsque les couleurs sont trop vives ou trop claires. Lorsque je ne peux pas aussi faire un paiement en ligne, parce que le manque ou l'absence d'une fonctionnalité clé telle que le paiement en ligne peut être considéré comme un cas d'inaccessibilité numérique. Lorsque c'est impossible de remplir et ou de valider un formulaire, pareil, les bugs informatiques ils peuvent être considérés comme une situation de handicap. Lorsque c'est impossible de copier-coller, etc. La liste elle est très longue. Donc maintenant, on a bien compris l'inaccessibilité numérique. Donc je peux vous donner la définition de l'accessibilité numérique. Donc l'accessibilité numérique, c'est rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités numériques aux personnes en situation de handicap. Et je dis bien aux personnes en situation de handicap. On n'a pas dit des personnes handicapées ou non valides. Donc maintenant, vous êtes conscient des enjeux de l'accessibilité numérique. Et du coup, on fait quoi ? Il faut commencer juste de développer des applications mobiles accessibles en prenant en considération les 4 catégories d'handicap qu'on a citées auparavant. Et la bonne nouvelle que les 2 plateformes, que ce soit iOS ou Android, ils proposent pas mal de solutions, d'outils pour les développeurs pour qu'ils puissent développer des applications avec une expérience utilisateur accessible à tous. Et juste pour votre info, aujourd'hui on va juste détailler bien sûr la partie des outils Apple. Et pour information, le sujet d'accessibilité n'est pas un nouveau sujet chez Apple, ce n'est pas un sujet qui vient d'arriver et que Apple commence à traiter ces dernières années. C'est un sujet qui date depuis les toutes premières versions de Macintosh. Et juste pour l'anecdote, lorsque Steve Jobs il a eu le cancer en 2011, le chanteur américain Stevie Wonder il a voulu le soutenir, donc il a dit This man gave eyes to blind and ears to deaf. Donc il a dit, Steve Jobs, il a donné des yeux pour les aveugles et des oreilles pour les sourds. Ça se voit que Stevie Wonder aime bien les produits Apple, mais c'est juste pour vous dire que le sujet d'accessibilité, il était vraiment une priorité pour Steve Jobs depuis la création de la boîte. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui avec Tim Cook. Heureusement pour nous. Donc, pour lister les différents outils sur Apple, que ce soit sur un iPad ou un iPhone, il suffit d'aller sur les préférences système, cliquer sur accessibilité. Après, on va voir la liste des outils disponibles, groupés par catégorie d'handicap. Donc, on va commencer par la catégorie vision. Comme vous voyez ici, en fait, pour vision, on a pas mal d'outils. On a VoiceOver, on a Zoom. Zoom, c'est l'outil en fait, qui permet de zoomer sur une partie de l'écran. On a l'inversion de couleurs, on a Dynamic Types, etc. Donc aujourd'hui, on ne va pas tout détailler, mais on va présenter surtout les outils qui sont très utilisés et qui sont importants et ils sont simples à intégrer dans notre application. Donc on commence par Dynamic Types. Dynamic Types, c'est l'outil qui permet à l'utilisateur d'augmenter la taille de texte de toutes les applications installées sur son téléphone en utilisant les préférences système. Donc aujourd'hui, je vais présenter l'effet de Dynamic Types sur l'application calendrier développée par Apple. Donc lorsque l'utilisateur va sur les préférences système et il augmente la taille du texte, l'application elle va s'adapter à la taille. Et vous voyez la différence entre une application qui ne s'adapte pas et une application qui s'adapte à la taille. C'est vraiment un outil très important pour les personnes malvoyantes. Et la bonne nouvelle, que cet outil-là, en fait, il peut être intégré gratuitement sans faire du code, surtout lorsque les développeurs utilisent des fontes système, en fait. Par contre, dès qu'on utilise des fontes personnalisées, là, il faut écrire 3-4 lignes de code pour calculer le font scale size, le passer au système, comme ça, il calcule en fait la taille exacte du texte et à l'afficher correctement. Maintenant, on passe au deuxième outil, en fait, pour la catégorie vision. Donc l'inversion de couleur. L'inversion de couleur, c'est un outil qui permet d'avoir un contraste fort entre la couleur des éléments graphiques et la couleur de la background. Donc c'est un outil très utilisé par les daltoniens. Et cet outil-là, dès qu'il est activé dans les préférences système, il affiche des symboles qui remplacent les codes couleurs. Par exemple, pour le bouton switch on-off natif
en fait, il est vert lorsqu'il est actif et il est grisé lorsqu'il est désactivé. Donc, il y a des personnes qui ne voient pas la couleur verte. Donc, c'est pour ça que le système affiche le symbole 1 pour dire que c'est actif et 0 pour dire que c'est désactivé. On arrive maintenant au troisième outil, pour moi le plus important dans la catégorie vision, c'est VoiceOver. Donc VoiceOver, c'est un outil qui permet de lire le contenu de l'écran affiché par l'utilisateur à haute voix afin de naviguer sur une page sans avoir la possibilité de voir l'écran. En gros, pour résumer, VoiceOver, c'est l'assistant qui vous permet de naviguer sur votre téléphone avec les yeux fermés. Donc pour activer VoiceOver, comme d'habitude, on peut aller dans les préférences système, accessibilité, activer VoiceOver, ou tout simplement utiliser notre ami Siri pour activer VoiceOver. C'est plus simple. Donc pour comprendre le comportement de VoiceOver, il faut tout d'abord comprendre sa navigation par défaut. Donc on va prendre un exemple. VoiceOver, il navigue du haut vers le bas de l'écran et de gauche vers la droite. Donc, sur cet écran, par exemple, il va tout d'abord lire la description du bouton « Ajouter au panier », si elle existe, bien sûr. Après, il va passer à droite, il va lire la description du deuxième bouton « Ajouter au panier » du deuxième produit. Après, il va lire la description de l'image, si elle existe aussi. Sinon, il va lire le nom de l'image. Et là, j'ai mis un nom très sympathique, fruit 1-image, qui ne veut rien dire, mais par contre, dans un monde réel, en fait, c'est pire parce que les images sont autogénérées, donc on va avoir un nom 11XY, ça sera beaucoup plus compliqué. Pareil, après, il passe vers le deuxième produit. Après, il lit le label du nom de produit. Et après, il lit Strawberries. Après, il lit le prix, 3,99 $, etc. Donc là, en regardant l'écran, on arrive à peu près à comprendre que 3,99 $, c'est le prix des deux produits. Par contre, pour une personne qui ne peut pas voir l'écran, c'est un petit peu compliqué de comprendre le prix concerne quel produit, etc. Et même s'il arrive à comprendre, pour sélectionner par exemple les fraises, il faut revenir en arrière et en fait choisir le bon bouton ajouter au panier, et que c'est pas évident en fait. Donc c'est très compliqué, comme vous l'avez compris. Et pour résoudre cette problématique-là, en fait, on a deux solutions. Ou bien on demande aux designers de changer leur design en prenant en considération la navigation par défaut de VoiceOver, ce qui est impossible. Par contre, la deuxième solution, comme d'habitude, c'est à nous les développeurs de trouver des solutions et de coder, de faire quelques lignes de code supplémentaires pour adapter la navigation de VoiceOver au design de notre application. Donc pour cet écran, par exemple, en fait, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il faut grouper en fait les composants graphiques par produit pour éviter de faire le va-et-vient entre les produits. Après, la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut réorganiser l'ordre de navigation sur VoiceOver. Donc, pour le faire en SwiftUI, c'est très simple, surtout pour le groupement de produits, grâce au VStack. Donc, VStack, Accessibility Element, là, pour grouper par produit. Et pour réordonner la navigation, en fait, il faut utiliser Accessibility Sort Priority. Et pour moi, sur cet écran, il faut tout d'abord donner la description du produit. Après, il faut donner le prix du produit. Et à la fin, il faut proposer à l'utilisateur d'ajouter le produit dans le panier s'il est intéressé. Donc, la plus haute priorité, il faut la donner à Pineapple, par exemple, la description du produit. Donc, on va donner Accessibility Sort Priority 2. Après, la deuxième priorité, elle va être attribuée au prix. Et la priorité la plus basse, elle va être attribuée au bouton qui va être lu, en fait, à la description du bouton qui va être lu en dernier, en fait. Ici, j'ai mis Accessibility Hidden True pour les images de produits parce que dès que le produit il est bien décrit, en fait, on n'aura plus besoin de la description d'image. Donc, on peut l'ignorer. Donc, grâce à ce bout de code, VoiceOver il va changer de navigation, donc il va lire le nom de produit, Pineapple, après son prix, 3,99 $. Après, à la fin, il va proposer à l'utilisateur d'ajouter au panier en fait, le premier produit. Pareil pour le deuxième produit. Donc là, on arrive à une fonctionnalité très importante dans la navigation de VoiceOver, ce qu'on appelle les rotors. Donc le rotor, c'est un
menu contextuel tout simplement, qui peut être activé sur VoiceOver en faisant une rotation de l'index et le pouce. Après, un menu contextuel, il va être affiché. Ce menu contextuel, généralement, il est créé en se basant sur les différents types. Il regroupe en fait les composants graphiques par type. Donc, on va avoir un menu contextuel pour les boutons, un autre pour les images, pour les textes, etc. L'importance de cet outil-là, en fait, c'est qu'il permet à l'utilisateur d'avoir un accès direct aux éléments. Imaginez que l'utilisateur il est sur un formulaire. Et pour valider en fait le formulaire, il sait très bien qu'il doit cliquer sur un bouton valider qui se trouve en bas de l'écran. Donc au lieu de parcourir l'écran élément par élément avec VoiceOver, il suffit d'activer le menu contextuel, après accéder au bouton et là il va avoir un accès direct. Et il peut valider bien sûr son formulaire. Donc c'est plus pratique. Donc là, je vais présenter quelques gestures, les gestures les plus importantes de VoiceOver pour naviguer sur l'écran. Donc pour naviguer d'un élément à un autre, il suffit d'utiliser un seul doigt pour aller en haut et en bas, à droite et à gauche. Pour sélectionner l'élément, il faut double tap avec un seul doigt sur l'élément. Et si cet élément-là, en fait, si on veut naviguer à l'intérieur de l'élément, en fait, il suffit, dès que l'élément en fait, il est sélectionné, il suffit, En fait, il suffit de naviguer avec 3 doigts, en haut et en bas, et à droite et à gauche. Par exemple, si l'élément sélectionné c'est une WebView, on peut naviguer avec les 3 doigts. Après, pour simuler le clic sur le bouton Back, ou le retour vers l'écran précédent, il suffit de dessiner une lettre Z avec 2 doigts. Oui. Et ma fonctionnalité préférée, finalement, c'est le rideau d'écran, ce qu'on appelle curtain screen. Donc, c'est une fonctionnalité très utile, surtout pour les testeurs. Donc, elle permet d'utiliser l'écran éteint, utiliser VoiceOver avec un écran éteint. Donc, c'est très important pour les testeurs pour simuler un cas réel d'utilisation de VoiceOver. C'est important aussi pour les aveugles parce qu'ils peuvent économiser un petit peu l'énergie de leur batterie. Et en fait, cette fonctionnalité elle est activée directement avec 3 tapes, si on tape avec 3 doigts 3 fois. Donc maintenant, on passe, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment une personne peut être bloquée facilement sur un écran d'une application qui ne prend pas en considération VoiceOver. Donc, dans cette application, on n'a rien changé dans la navigation de VoiceOver. Donc, vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. Continuer sans accepter. Donc là, j'augmente donc, on arrive sur une page classique. C'est en fait la page consentement utilisateur pour la gestion des traceurs, qui existe normalement dans toutes les applications mobiles. Dès qu'on installe en fait l'application, normalement c'est la première page affichée. Donc là, il va naviguer sur la page. Bouton. Forbank respecte votre vie privée. Forbank utilise des traceurs sur cette application. Tout accepter. Personnaliser mes choix. Donc là, lorsqu'il est passé sur le bouton, vous avez bien remarqué qu'il a dit tout accepter, personnaliser mes choix. Il n'a pas indiqué à l'utilisateur que c'est un bouton. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un bouton personnalisé, c'est pas un bouton natif. Donc le système, il ne sait pas que c'est un bouton. Tout simplement, c'est juste une view cliquable. Donc on continue. Donc là, il va juste naviguer. Hop. Pardon. Lien. Touchez 2 fois pour activer le lien intégré. Donc là, par contre, il a su que c'est un lien. Il a dit politique de données personnelles, c'est un lien, et il a même assisté l'utilisateur pour qu'il double-clique pour activer le lien, en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ici, on a utilisé les liens natifs, donc il arrive très bien à se positionner, il sait que c'est un lien, donc il peut être activé en double-tap sur l'élément. Donc, pour résumer, en fait, pour faciliter le développement de l'accessibilité dans l'application, il faut au maximum utiliser les composants graphiques natifs. Donc là, il va juste continuer de naviguer sur la page. Traceur strictement nécessaire. Mesure d'audience et statistiques. Sélectionner. 2 sur 3. Coche. Bouton. 3 sur... Sélectionner. Imprononçable. 1 sur 3. Fermé. Donc là, vous avez remarqué qu'il est encore une fois perdu parce que c'est un élément personnalisé. Parce qu'ici, en fait, sur cette page-là, on avait besoin de 3 états, en fait, un bouton avec 3 états. Et le bouton natif, il nous propose un bouton avec 2 états seulement.
Donc activer ou désactiver. Par contre, ici, on avait besoin d'un troisième état pour dire que l'utilisateur n'a pas encore choisi, en fait. C'est réglementaire. Donc ici, il considère qu'on a 3 boutons. Donc c'est pour ça qu'il dit 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et même pour ce bouton, en fait, parce qu'il a vu qu'il y a une icône fermée, pour lui, c'est un bouton fermé. Or, ce n'est pas du tout un bouton fermé. Donc là, en regardant, on est perdu à cause de VoiceOver. Par contre, imaginez que l'utilisateur ne voit rien du tout de l'écran. Donc là, je vais activer le rideau d'écran. Rideau d'écran activé. Est-ce que déjà vous vous souvenez comment on active le rideau d'écran? 3 tapes, super. Oui, ça. Sélectionner. Donc, bouton 2 sur 3, coche. Bouton 3 sur 3, sélectionner. On comprend rien, on est d'accord. Moi, j'étais en train de filmer la vidéo, je connais très bien l'écran, je l'utilise chaque jour presque, et j'étais totalement perdue. Donc, j'étais obligée de désactiver le rideau d'écran parce que c'est très compliqué, c'est l'enfer. Donc voilà, si vous voulez utiliser des éléments graphiques vraiment personnalisés, il faut vraiment penser à VoiceOver, il faut développer, faire du code, des lignes de code supplémentaires pour en fait décrire votre nouveau composant. Continue. Maintenant, on passe au 4e outil dans la catégorie vision, ce qu'on appelle les haptics. Donc, les haptics, c'est un outil qui permet de faire un retour sonore aux différentes actions. Donc, ces retours sonores, ils peuvent être accompagnés par une vibration aussi. Donc, c'est un outil aussi qui peut être utile pour la catégorie d'handicap auditif. Donc, les différents types d'actions qu'on peut faire avec les haptics, c'est l'action de succès, erreur et warning. Là, j'ai 2 exemples. Par exemple, l'haptique de succès, l'haptique d'erreur. Donc là, on peut imaginer un cas d'utilisation classique. Par exemple, lorsqu'on affiche une pop-in d'erreur, on peut mettre un haptique d'erreur. Ou l'inverse, lorsqu'on valide une transaction, on peut mettre un haptique de succès. Et vraiment, c'est juste une ligne de code avec une numération native qui peut choisir, en fait, vous pouvez choisir le succès ou l'erreur ou le warning, en fait, le type d'haptique. On arrive à la 3e catégorie d'handicap, c'est les handicaps moteurs. Où, en fait, sur cette partie-là, en fait, généralement, les téléphones, ils sont attachés à une chaise roulante. Donc, pour pouvoir les manipuler, il faut utiliser des appareils adaptatifs. Par exemple, on a les contacteurs. Les contacteurs, c'est un simple bouton qui peut être lié ou connecté à votre téléphone avec un fil ou avec Bluetooth. Et du coup, l'utilisateur, il peut manipuler son téléphone, il peut naviguer en utilisant un simple clic sur le bouton. On a aussi les claviers adaptés. On a aussi les assistants vocaux tels que Voice Control et Siri pour Apple, TalkBack, Google Assistant, Alexa, etc. Donc, Apple nous a fourni un outil qui s'appelle Switch Control. C'est un outil qui permet d'intégrer les différents appareils adaptatifs avec les appareils Apple, tels que Apple TV, macOS, Apple, iPhone, etc. Donc, le rôle de base de Switch Control et des appareils adaptatifs, c'est de remplacer le swipe, le scroll, les gestures qu'on fait sur l'écran de le téléphone, le clic sur le bouton de contrôle de volume, par exemple. On va les remplacer par un tap de tête, un tap de langue, inspiration, expiration dans l'appareil adaptatif. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est que Switch Control, la navigation de Switch Control, elle est basée sur la navigation de VoiceOver. Donc, dès qu'on améliore la navigation sur VoiceOver, la navigation sur Switch Control, elle est améliorée aussi. Donc, on n'a pas à faire le développement 2 fois. Donc, l'une des fonctionnalités qui permet d'avoir une meilleure user experience sur Switch Control, c'est de développer en fait les menus contextuels, ou ce qu'on appelle Custom Actions. Ici, par exemple, on a une application, un jeu de cartes qui permet, en fait, il y a 64 cartes et l'utilisateur il doit trouver les cartes similaires. Donc, il doit faire des actions sur les cartes pour les tourner et après trouver les cartes similaires. Et en bas de l'écran, il y a en fait une liste, un menu d'actions en fait de cartes. Donc, pour par exemple choisir un menu, une action sur la carte, il faut parcourir 64 cartes. Donc, vous imaginez une personne qui fait des tapes avec la langue ou avec la tête, c'est très compliqué. Donc,
pour éviter tout cela, en fait, on peut développer des menus contextuels ou custom actions qui permettent de faire l'action au lieu de 64 fois, avec 64 clics, on peut le faire en 3-4 clics. On arrive finalement à Siri Shortcuts. Donc, c'est toujours agréable d'avoir la possibilité de manipuler ou gérer son téléphone avec des mains libres, et que ce soit pour des personnes valides ou non valides, d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour la présentation, je vais vous montrer une application qui permet de faire des virements en commande vocale. Et pour cela, j'ai dû développer une extension de Siri Shortcuts qui prend en paramètre un bénéficiaire et un montant de virement. Et après, elle doit insérer ce virement dans la liste des virements dans l'application. Donc là, je lance la démo. Dis Siri, fais un virement à John de $40. Voilà votre paiement de $40 des États-Unis. Dois-je l'envoyer? Oui. Paiement, envoyez votre paiement. Donc on a aussi la possibilité, avec Siri, on peut faire un virement avec une ligne de commande vocale, ou aussi on peut manipuler Siri avec des textes. C'est très important pour des personnes qui ont perdu leur voix aussi. Donc pour activer cette fonctionnalité, il faut aller dans le menu les préférences système, accessibilité, après aller vers Siri, hop, et il faut bien sûr activer écrire à Siri. Et dès que cette fonctionnalité est activée, donc on peut écrire des textes à Siri. Donc là, on va faire un deuxième virement. Fais un virement à John de $55. Voilà votre paiement de $55 des États-Unis. Dois-je l'envoyer? Paiement, envoyez votre paiement. Et là, on lance l'application paiement. On voit très bien que les deux transactions ont été inscrites dans la liste des transactions dans l'application. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a pas mal de développement et de travail à faire pour adapter son application pour qu'elle soit plus accessible. Et heureusement Apple nous a fourni un outil qui peut aider les développeurs à tout d'abord détecter les anomalies d'accessibilité sur leur application. Et deuxièmement, cet outil-là, il permet en fait de tester tout simplement les différentes fonctionnalités qui ont été développées sur l'application. Donc l'outil s'appelle Xcode Accessibility Inspector. Comme le nom indique, en fait, c'est un outil développeur intégré dans Xcode, donc on n'a pas besoin de faire un téléchargement supplémentaire ou une installation supplémentaire. Donc je vais vous montrer comment Accessibility Inspector marche. Vous voyez encore mon écran, donc je vais lancer mon Xcode. OK. Donc là, j'ai développé une application très moche, c'est exprès. Donc, pardon. Donc tout d'abord, je vais lancer Accessibility Inspector. Donc il faut aller dans le menu Xcode, outils développeur, après Accessibility Inspector. Donc c'est ça l'Accessibility Inspector. Donc je vais vous afficher l'écran de l'application. Donc là, je vais choisir comme target mon téléphone pour qu'il puisse analyser l'écran affiché sur mon téléphone. Sinon, on peut le faire aussi sur Mac. Donc cet outil, en fait, l'Accessibility Inspector... je ne sais pas pourquoi l'affichage il est bizarre. Donc l'outil Accessibility Inspector, il nous a fourni 3 outils. Donc le premier, c'est l'outil qui permet d'afficher les différentes anomalies d'accessibilité sur l'écran. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Run Audit. Et lui, il va m'afficher les alertes ou les erreurs. Donc là, il a détecté en fait pas mal de problèmes. Pour le texte connexion, par exemple, il dit que ce texte, il risque d'être coupé lorsqu'on augmente la taille de la police dans Dynamic Types. Pareil pour le text field. Dès qu'on augmente la taille du texte, il risque de dépasser en fait le text field. Il a détecté aussi pas mal de problèmes de contraste de couleurs. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est label login, password ou connexion, il dit
si j'affiche plus d'informations, il dit pour que cet élément soit lisible, il faut avoir un contraste plus élevé entre la couleur du texte et la couleur de la background. Et il nous propose même des couleurs pour modifier les couleurs de texte. Et il dit aussi que le ratio de contraste, il doit être supérieur à 3. Donc nous, on ne peut pas calculer les ratios de contraste. C'est pour ça Xcode nous a fourni un autre outil. Lorsqu'on clique ici sur Show Contrast Calculator, c'est un autre outil qui permet de calculer le ratio de contraste. Là, vous voyez, on a la couleur du texte. Et là, on a la couleur de background. On voit bien que le ratio il est inférieur à 3. Donc là, il affiche une erreur. Il dit que ça fail pour toutes les tailles du texte. Donc si je change la couleur verte en couleur plus foncée, par exemple, ici, là, on voit que le ratio il est devenu supérieur à 3. Par contre, on a toujours des warnings. On n'a plus l'erreur, mais on a un warning. Il dit que cette couleur, elle passe pour la taille de texte de 18 régular et 14 bold, mais elle ne passe pas pour les autres tailles. Donc, on doit encore... J'ai changé la couleur avec une couleur plus foncée. Là, le ratio, il passe à 8, et on n'a plus les warnings. Et ça passe pour tout, normalement, les tailles de texte. Bien sûr, on peut copier-coller la nouvelle couleur dans le code et corriger le problème. Donc, notre deuxième outil proposé par Accessibility Inspector, c'est l'outil qui permet de simuler en fait l'activation des différents outils qui sont disponibles sur les préférences système. Donc là, on peut voir l'effet de l'inversion de couleur sur notre application. Donc si l'utilisateur active l'inversion de couleur, donc l'application va se comporter de cette manière-là. Si on fait l'increase contraste, pareil, l'application elle va avoir cette couleur. Si par exemple on augmente la taille de texte avec Dynamic Types, qu'on a vu tout à l'heure, bah, effectivement, on aura un souci sur le label connexion et sur les text fields. En fait, les textes dépassent le text field. Donc, il avait raison, en fait, Accessibility Inspector, de nous afficher les warnings tout à l'heure. Et finalement, notre troisième outil sur Accessibility Inspector, c'est un outil très important. C'est un outil qui permet de tester votre navigation sur VoiceOver que vous avez personnalisé. Vous avez bien vu tout à l'heure, il faut maîtriser quelques gestures avec deux doigts, 3 doigts, etc. Et c'est compliqué parfois dans la vie réelle. Donc pour éviter tous ces problèmes, on a un outil qui permet de gérer VoiceOver avec un simple clic de souris ici. Je lance... Password, se connecter, bouton. Donc là, on peut naviguer librement en cliquant sur la flèche, comme ça. Et on peut même simuler le double tap pour cliquer sur un bouton. Par exemple, on peut aller faire la partie action et cliquer sur perform. Tac, là, ça passe pas vers le deuxième écran parce qu'on a un problème de login, bref. Mais ça simule le clic sur le bouton. Voilà, c'est tout pour Accessibility Inspector. Hop. Donc, on revient sur la présentation. Donc, pour conclure, on peut dire qu'en développant une application accessible, en fait, ça n'améliore pas seulement l'expérience utilisateur de 20% de la population qui sont en situation de handicap, ça améliore l'expérience utilisateur en général en ayant des écrans plus lisibles, plus intuitifs, plus ergonomiques. Donc, en développant une application accessible, l'entreprise peut augmenter son audience et du coup ses revenus. Elle peut valoriser son image. Elle peut aussi être conforme surtout aux prochaines lois et réglementations. Et finalement, en développant des applications mobiles accessibles, ça nous permet d'être bienveillants vers nous-mêmes en tant que futurs seniors. Donc pour les références, je vous ai mis ici en fait les guidelines d'Orange. Ils ont des guidelines pour iOS, Android et web. Et pour Warren Walter aussi, il propose de très bonnes formations pour iOS et Android. Et si vous voulez rester en contact avec moi ou me poser des questions, par la suite, je vous ai mis mon profil LinkedIn dans le QR code. Donc, j'espère que c'était clair pour cette présentation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.
Merci beaucoup, JN. Il y a un lien Open Feedback dans l'application mobile. Si vous voulez aller donner des feedbacks maintenant à JN avant d'oublier. Sur l'app, vous cliquez sur le talk et il y a donner votre avis. C'est très précieux en tant que speaker pour avoir des retours, pour s'améliorer. C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? On a le temps pour les questions. Merci. Alors déjà, merci pour la présentation, c'était super. J'avais une question, parce que vous nous avez montré du coup le paiement via commande vocale, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'en est-il de la sécurité, du coup C'était juste un POC. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, je vous laisse terminer votre question, du coup. C'était La sécurité, oui. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire une authentification avec la commande vocale série. Donc, c'était juste un POC parce que nous, c'est une application bancaire, donc je voulais faire un petit POC qui est lié à l'application bancaire. Mais au final, on ne peut pas faire des actions qui nécessitent une double authentification avec des commandes aujourd'hui. Donc, il faut vraiment... C'est une très bonne remarque, d'ailleurs. Il faut utiliser les séries shortcuts, mais il faut vraiment bien choisir les fonctionnalités. Donc voilà. Normalement, c'est surtout pour affichage des données qui ne sont pas très critiques. Ou, voilà. C'est juste un POC. Et du coup, il n'y a pas de piste pour l'authentification pour l'accessibilité, justement. Donc par commande vocale, effectivement, ça risque d'être compliqué, mais peut-être d'autres systèmes qui pourraient être mis en place pour authentifier quelque chose, quelqu'un. Avec les commandes les commandes vocales, ça va être très compliqué, surtout avec ChatGPT maintenant, l'intelligence artificielle en général, on peut simuler facilement la voix de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, pour série shortcut, pour l'application bancaire aujourd'hui, on n'a pas d'exemple concret de fonctionnalité. Par contre, j'étais chez Bouygues, j'ai développé un série shortcut pour afficher la consommation, en fait, sur l'application de Bouygues Télécom. Donc, si vous êtes client, vous pouvez voir ça. Donc, sinon, ouais. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Une autre question? Bonjour et merci pour la présentation. J'avais deux questions. Premièrement, sur l'affichage du panier de l'application avec panier avec des fruits. J'ai vu que vous avez fait un regroupement, mais il était quand même possible d'accéder à l'intérieur. Et j'avais lu sur différents forums et tutos en ligne qu'en général, on utilisait plutôt Accessibility Combine afin de combiner les éléments et ne pas faire plusieurs navigations VoiceOver. Et donc regrouper tous les libellés en un seul. Donc utiliser les priorities. Et je voulais savoir si c'était une fausse piste ou si c'était au contraire une bonne pratique. Non, en fait, on peut utiliser les deux. Je pense, j'utilise pas Combine, mais on peut faire Accessibility, je pense Combine, je l'ai vu aussi. Mais aussi on peut le faire avec Accessibility Child Contain. Donc c'est deux pour moi en fait. Normalement ça doit marcher en fait. Et même pour Combine. On peut donc naviguer avec Contain. Non, je m'en sers pas trop, mais on peut naviguer d'élément en élément et aller à l'intérieur, c'est ça? Oui. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et j'ai une deuxième question, j'en profite pour que j'ai le micro. Par rapport aux différentes interactions que vous nous avez montrées au début, donc le fameux Z et le triple swipe, on essaie dans nos applications d'utiliser un maximum ce genre de feature, mais on ne sait pas à quel point est-ce qu'elle relève du power user ou pas. Par exemple, dans une liste, est-ce qu'on doit afficher un bouton caché pour les utilisateurs qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui sont visibles à VoiceOver, par exemple pour aller à la page suivante, un bouton affiché à la page suivante, ou alors faire un triple swipe, et on ne sait pas en fait quelle est la meilleure piste. Moi, en fait, je recommande pas d'utiliser des boutons cachés. Je pense que c'est pas une bonne pratique. Mais normalement, en fait, avec le bouton back natif, ça fonctionne automatiquement. En fait, le bouton, si j'ai bien compris la question. C'était un exemple. Le Z, oui. C'était un exemple. Le Z, normalement, ça fonctionne, mais Oui, pour d'autres boutons, j'ai jamais utilisé des boutons cachés. Mais du coup, c'est quoi le cas d'utilisation si c'est pas un exemple? Imaginons, on a une timeline. Et la timeline, donc pour un utilisateur, timeline avec à l'intérieur des éléments à sélectionner. Et donc soit pour un utilisateur qui n'est pas en situation de handicap, il peut swipe pour aller de page en page. Donc on a fait un POC avec les deux solutions, donc un triple swipe pour aller de page en page, donc en utilisant les fonctionnalités natives d'iOS. Ouais. Mais pour quelqu'un, donc en tant que testeur qui n'est pas en situation de handicap, un triple swipe ne paraît pas natif et on ne sait pas en fait est-ce que les utilisateurs en situation de handicap qui utilisent VoiceOver, à quel point ils connaissent
ces features, donc de triple swipe ou alors de up-down, pour changer les valeurs lorsque c'est une accessibility editable, enfin une editable section. Donc on ne savait pas à quel point est-ce que c'était connu. Normalement, si j'ai bien compris la question, en fait, dès que le VoiceOver il est activé, il prend en considération ses gestures à lui. Donc si vous faites un triple swipe, là en fait il va comprendre que c'est un triple swipe VoiceOver. Et vous me dites que vous l'avez développé dans l'application? Non, on utilise, mais on sait pas. Ah. On sait que c'est disponible par VoiceOver, mais on ne sait pas si les utilisateurs, à quel point ils sont conscients et ils connaissent d'accord, oui, l'ensemble de ces features. Franchement, je sais pas sur ce point-là, je n'ai pas plus d'informations que vous, mais c'est une bonne question. Je pense que au niveau déjà, en fait, c'est ce que j'ai dit dans la présentation, l'utilisation de VoiceOver, déjà, elle est très compliquée. Même nous, pour tester et tout, on utilise surtout Accessibility Inspector, parce que moi, personnellement, je suis perdue. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que j'utilise jamais la navigation de VoiceOver, c'est très compliqué, mais je ne sais pas exactement si les gens ils sont conscients ou pas. Je pense pas. Franchement, il faut faire. C'est ce que j'ai dit l'autre fois chez nous, en fait, dans la boîte. J'ai dit il faut faire, je pense aussi une formation aux utilisateurs pour leur expliquer les différentes fonctionnalités cachées de VoiceOver. Je pense pas que tout le monde ils sont au courant de ça. Je pense. Je sais pas. Donc un utilisateur pourrait être un utilisateur malvoyant, pour être bloqué en fait s'il n'a pas de bouton caché et qu'il ne connaît pas encore cette fonctionnalité. Donc peut-être qu'il faut prévoir les deux en fait, qui se déplacent avec juste un swipe, avec un seul doigt, et les trois en fait. Donc il faut peut-être prévoir les deux. Très bien, merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Il nous reste encore du temps pour les questions. Merci beaucoup pour ce talk, c'était hyper intéressant, surtout en tant que dev où on essaie d'avoir un maximum d'automatisme et de réflexes pour prendre tout ça en compte. Mais du coup, la question c'était, est-ce que ça rajoute énormément de temps en tant que dev, là spécialisement iOS, parce qu'il y a beaucoup d'outils différents sur lesquels on peut travailler sur l'accessibilité. Voilà, quel pourcentage sur un projet classique on sait que ça prend? En fait, nous, selon notre estimation, on a pris plus de 30%, je pense, de temps en plus pour les designers, 30% de temps en plus pour l'équipe produit. Déjà, ils doivent être conscients qu'il y a une feature. Nous, on fait une feature pour créer l'écran et une feature aussi d'accessibilité, en fait, qui sont liées. Donc, l'équipe produit elle doit être consciente de toutes ces problématiques d'accessibilité. Et 30% aussi pour le développement en plus. Donc, on prend toujours cette marge pour l'accessibilité. Et du coup, on sait que là, il y a des réglementations qui vont arriver, qui sont en train d'être encore plus importantes. Mais est-ce que c'est quand même facile de vendre ce temps supplémentaire de développement? Comment c'est compris En fait, je pense que l'accessibilité, c'est une décision de boîte, ou c'est une même stratégie de boîte, je pense. Et nous, les développeurs, on peut en fait un petit peu sensibiliser les gens, mais franchement, si en haut, ils ne sont pas sensibilisés, ça va pas être facile en fait. Mais là, les lois, je pense qu'ils vont pousser pas mal de boîtes à bouger un petit peu. Et je pense en 2025, on va avoir des lois qui obligent les boîtes avec un certain taille, avec une certaine taille et un chiffre d'affaires de faire une accessibilité, je pense minimum à 30%, je me rappelle plus, mais voilà. Je crois que c'était 50, il me semble. Je sais pas, oui. Ça dépend. Mais ça arrive en fait, oui. Je pense qu'il n'y a que les lois qui peuvent pousser en fait les boîtes à faire l'accessibilité, je pense. Merci beaucoup. Oui. Du coup, déjà, merci pour le talk, c'était vraiment cool. Je suis développeur web et du coup, en web, on a ce qu'on appelle les RG2A, enfin RGA, 2A, 3A, qui sont des normes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent en native, que ce soit iOS ou Android? Nous, en tout cas, côté iOS, je pense pareil pour Android. En fait, on a les guidelines Apple et Google. Donc, chaque OS native, il a ses guidelines. Donc, il faut suivre les outils qui sont fournis par Apple et Google pour avoir une application accessible. Okay. Mais on partage pas mal de règles entre le web et le mobile aussi, donc c'est presque la même philosophie, mais chacun a ses outils, je pense, c'est juste ça la différence. Ok, donc tout à l'heure vous disiez que l'État, les lois les poussaient à avoir un certain niveau d'accessibilité, je suppose que ça serait basé sur les mêmes guidelines que web ou iOS, en fait, après c'est juste les outils qui diffèrent, ça. Oui, normalement, ouais. Ok, merci.
Une autre question? C'est maintenant ou jamais? Non, c'est pas vrai. Bon, si jamais il y a des questions qui vous reviennent, vous pourrez toujours retrouver JN pendant la journée. Et c'est la pause déj. Donc on n'a pas prévu de déj pour tout le monde, mais il y a beaucoup de choses et beaucoup d'offres dans le coin. Vous pouvez ramener ce qui vous fait plaisir ici, le manger. Et on se retrouve à 14h pour les confs de l'après-midi. Et encore bravo JN. Merci. Merci à vous.